Jacques Brel, le géant de la chanson française, artiste d'une honnêteté à vif et d'émotions intenses, est apparu sur la scène musicale de la fin des années 70 comme une figure légendaire exilée, vivant en exil volontaire, sur les îles Marquises, un lieu totalement isolé des lumières de Paris, qui avait jadis été son royaume. Il n'était plus l'artiste passionné dansant sur scène, la chemise trempée de sueur, la voix rauque à force de crier des paroles sur l'amour, la mort et les mensonges de la société, mais un pilote solitaire, un marin cherchant silencieusement l'horizon infini. Sa carrière de chanteur s'est achevée de façon décisive et brutale par une dernière représentation déchirante, dans un acte d'autodestruction artistique. Il a brûlé sa guitare et a quitté le public, laissant un vide immense dans le cœur des mélomanes européens. Mais la véritable tristesse de Brel, celle qui l'enveloppait comme un brouillard froid sur l'île de Hivawa, n'était ni le regret d'une carrière abandonnée, ni la nostalgie des applaudissements enthousiastes, mais une tristesse insoupçonnée, une tristesse qu'il n'avait jamais exprimée dans aucune de ses chansons. La cruelle prise de conscience que toutes ses passions, ses aventures, ses amours, courtes ou longues, toutes ces tentatives d'être un homme libre, n'étaient qu'une fuite permanente d'une vérité fondamentale. Il avait échoué à vivre une vie normale. Cette tristesse prenait la forme d'une solitude philosophique, celle d'un homme qui connaissait trop bien la fugacité de la vie et la fragilité humaine, mais qui ne trouvait d'autre issue que la mort ou l'aliénation. Ce n'était pas seulement la tristesse d'un homme luttant contre un cancer du poumon qui le rongeait silencieusement, mais aussi celle d'un homme qui avait caché un secret de famille pendant des années, une blessure irrémédiable concernant son premier enfant, né hors mariage, qu'il connaissait à peine, une existence qu'il avait dû nier pour protéger son image publique et son mariage officiel. Ce secret avait créé un vide moral en lui, l'empêchant de se sentir complet. Malgré une épouse et des enfants légitimes, malgré d'innombrables amantes, il portait toujours le poids de la culpabilité d'un père abandonné. Cette tristesse diffuse était l'écho silencieux de cet enfant, le regret indicible. La raison pour laquelle il devait sans cesse se déplacer, toujours à la recherche d'une nouvelle terre où enterrer sa conscience, c'est qu'il vivait sur l'île non pour profiter de la nature ou de la paix, mais pour attendre la mort, comme une forme d'expiation. Brel cachait une vérité douloureuse. Sa vie de grand artiste était bâtie sur de fausses fondations, un déni de responsabilité personnelle envers un être innocent. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui l'avait transformé d'amant romantique en fugitif de conscience. Tout le désir de liberté qu'il chante, toute la satire de la bourgeoisie, n'est qu'une tentative de masquer son incapacité à assumer les responsabilités les plus élémentaires d'un homme. La relation officielle de Jacques Brel fut son mariage avec Thérèse Michelsen, surnommée Mich. Une relation complexe et contradictoire, fondée sur la fidélité traditionnelle de Mich et l'agitation artistique de Brel. Mich était l'épouse qu'il avait épousée très jeune, en Belgique, avant que la célébrité ne frappe à sa porte. Elle incarnait la stabilité, les valeurs familiales bourgeoises, que Brel passera sa vie à satiriser et à fuir. Ce mariage ne se brisa pas de façon classique par un divorce légal, mais lorsque Brel décida de quitter la Belgique pour Paris afin de poursuivre une carrière de chanteur, laissant Mich seul avec leurs 3 filles. Ce fut une rupture émotionnelle et physique, une séparation géographique et spirituelle tacitement acceptée par les deux. Brel ne divorça jamais de Mich, en partie à cause des contraintes religieuses et sociales de l'époque,
mais surtout parce que Mich était son point d'ancrage, la seule personne dont il était certain qu'elle serait toujours là, sans jugement, gardant toujours les secrets et gérant toujours les tâches administratives. Devenue mère, gouvernante, confidente distante, mais plus épouse au sens véritable du terme, ce mariage était un arrangement pratique pour le génie insatiable de Brel. Il lui offrait la liberté d'aimer, la liberté de vivre des aventures sans craindre l'effondrement des fondations familiales. L'amour de Brel pour Mich était empreint d'un profond respect et d'une grande gratitude, mais il lui manquait la passion et l'intensité qu'il recherchait toujours chez ses autres amantes. Il l'appelait sa meilleure amie, non son amante. Et c'est cette distinction claire qui a permis à leur mariage de survivre. L'échec de cette relation fut l'acceptation qu'il ne s'agissait pas d'un mariage épanouissant sur le plan romantique. Le véritable problème émotionnel de Brel résidait dans l'incapacité à trouver l'harmonie entre artiste et père de famille. Il se sentait pris au piège entre deux mondes et choisit de sacrifier sa vie personnelle à son art, ce qui le mena à une série de liaisons extraconjugales, des aventures éphémères avec des actrices, des chanteuses ou de simples admiratrices. Chaque femme était une inspiration passagère, un baume à sa solitude innée, mais aucune ne put jamais le combler. En remplacement de la stabilité impersonnelle qu'apportait Mich, le mariage de Brel témoignait de la tragédie de l'artiste. La grandeur sur scène s'accompagne souvent de chaos dans la vie personnelle, et la fidélité de Mich fut un prix exorbitant que Brel dut payer par son absence. La plus grande rupture ne résidait pas dans les papiers du divorce, mais dans l'aveu tacite qu'il avait fait de sa femme un enjeu pour sa propre liberté, les plongeant tous deux dans la confusion. Le respect et la distance entretiennent les mensonges. À 49 ans, alors que son cancer du poumon avait progressé et qu'il s'était complètement retiré de la vie publique, vivant reclus parmi les vagues et les arbres des îles Marquises, Jacques Brel parlait de sa tristesse avec une sagesse implacable et une acceptation fataliste. Il n'était plus l'homme colérique et critique que le public avait connu, mais un sage lase attendant la mort. La tristesse qu'il confessait à cet âge n'était pas le regret d'erreurs passées, mais la tristesse de réaliser qu'il avait gaspillé tant de temps à fuir. Il disait dans quelques rares conversations enregistrées: « Ma plus grande tristesse est d'avoir toujours eu peur de la tendresse. J'ai chanté l'amour, mais je n'ai jamais vraiment su comment le recevoir pleinement. » Il est la confession essentielle d'un homme qui a passé sa vie à construire une image forte, un artiste intransigeant, mais qui, au fond de lui, aspirait à la vulnérabilité et à une simple connexion humaine. Sa tristesse ne vient pas de la solitude physique d'une île isolée, mais d'une solitude choisie, même entouré de la foule la plus passionnée. Il réalise que tout le monde, les voyages, les aventures maritimes, les histoires d'amour, ne sont que des mises en scène pour masquer le vide intérieur. Il a transformé son agitation en art, mais cela ne guérit pas la blessure. À 49 ans, la tristesse de Brel est celle du remords moral. Il a fait face à la mort et a compris que ce qui lui avait le plus manqué, c'était la sincérité envers sa famille et les femmes qui l'ont aimé. Il parle de sa maladie non comme d'une punition, mais comme d'une libération, une dernière chance de ralentir et de réfléchir à la vérité qu'il a enfouie, par exemple au sujet de son premier enfant. Il admet que la célébrité l'a rendu arrogant et distant, l'empêchant de voir la simple beauté de la vie. Sa tristesse était aussi celle
de l'insatisfaction envers l'art lui-même. Il a compris que même ses plus belles chansons ne pouvaient exprimer la véritable complexité de la vie. Elles n'étaient que des illustrations d'une émotion, et non l'émotion elle-même. Il a abandonné le chant, car il avait le sentiment d'avoir tout dit. Mais la tristesse persistait, insatisfaite. Cette tristesse était le calme après la tempête, la paix froide d'un homme. Ayant accepté son propre échec en tant qu'être humain, il choisit de mettre fin à ses jours sur une île isolée, comme un ultime acte d'autopunition et de quête de sérénité. En somme, la tristesse de Brel, à l'âge de 49 ans, était une synthèse de regrets, de prise de conscience et d'acceptation. Regret des occasions manquées en amour, conscience de la vanité de la célébrité et acceptation que la mort était la seule fin à son agitation incessante. La carrière de Jacques Brel a connu une ascension fulgurante, le menant d'un humble chanteur de café à l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Sa carrière, bâtie sur une intensité émotionnelle, une précision lyrique et une présence scénique sans compromis, a transformé des chansons sur le désespoir, le vieillissement et la mort en hymnes existentiels. Mais derrière cette gloire publique se cachait un réseau de secrets que Brel a soigneusement dissimulé pendant des années. Le plus grand secret, et peut-être le moteur de son art, était un profond dégoût de ses origines bourgeoises belges et un désir d'échapper à cet enfermement. Il a caché son échec dans l'entreprise familiale et l'abandon spirituel que lui a fait sa famille lorsqu'il a décidé de se consacrer à la musique. Il s'est forgé l'image d'un artiste rebelle autodidacte, mais en réalité, sa rébellion était une réaction violente à son éducation et aux attentes déçues. Un secret qui le faisait se sentir comme un étranger, même au sommet de sa gloire. Un autre secret concernait sa première amante et muse, une liaison qu'il a eue avant de venir à Paris, qui est tombée enceinte de son premier enfant et dont il a gardé l'identité secrète. Il fut contraint de garder le secret. L'existence de cet enfant était un terrible secret qu'il porta comme un fardeau toute sa vie. Il utilisa sa célébrité et sa fortune pour assurer le silence et la stabilité à cette femme et à cet enfant, mais la vérité était qu'il ne pouvait assumer ouvertement la responsabilité d'être père. Ce secret fut la sombre source d'inspiration de nombre de ses chansons sur le regret, la trahison et le pardon. Les secrets étaient nombreux dans l'œuvre de Brel. Il dissimulait sa peur panique des foules et de la scène. Bien qu'il se produise avec une ferveur incroyable, il confiait à ses proches que chaque fois qu'il montait sur scène, c'était un combat psychologique, un acte exigeant, un courage extraordinaire. Sa carrière fut une tentative de transformer la peur en énergie. Et il y parvint, mais au prix d'un épuisement émotionnel total. Son abandon soudain de la chanson, au sommet de sa gloire en 1967, fut lui aussi un secret habilement dissimulé. Il prétendit qu'il n'avait plus rien à dire, mais la vérité était bien plus complexe. Il dissimulait sa fatigue physique et psychologique, fruit d'une vie trop rude, ainsi que sa frustration face à la commercialisation de l'art. Il voyait la répétition et l'hypocrisie envahir le monde de l'art et choisit de s'en retirer pour préserver son intégrité et cacher les premiers signes de cancer. Ses aventures suivantes, du cinéma au pilotage d'avion, furent autant de tentatives désespérées pour masquer le vide laissé par l'abandon de l'art, et elles faisaient toute partie de son secret. Secret. Jacques Brel est un homme toujours en fuite.
La confession la plus choquante de la vie amoureuse de Jacques Brel ne concernait pas son infidélité à sa femme, déjà notoire dans le milieu artistique, mais une confession qu'il évoqua indirectement dans ses dernières lettres à Mich, celle d'un amour inassouvi pour sa dernière amante, Madly Bami, qui l'accompagna aux Marquises et prit soin de lui jusqu'à la fin de sa vie. Le plus choquant était l'aveu que Madly, la femme qui avait renoncé à une carrière d'actrice prometteuse pour vivre recluse à ses côtés, était la seule à l'aimer sans exiger qu'il soit Jacques Brel, l'artiste, mais l'homme solitaire, le pilote solitaire, le malade du cancer. Elle accepta sa faiblesse et sa maladie, chose qu'aucune autre femme, pas même sa femme, n'aurait pu faire. La confession bouleversante de Brel résidait dans la comparaison cruelle entre l'amour de Madly et celui de Mich. Il écrivit « Mich m'aime parce que je suis le père de ses enfants et parce que je suis un homme honnête à ma façon, mais Madly m'aime parce que je suis imparfait, parce que je suis un homme qui s'est égaré, confessa-t-il. L'amour de Madly fut la rédemption qu'il avait toujours recherchée, ce qui l'aida à affronter sereinement sa maladie et la mort. Mais le plus bouleversant était d'avoir dû attendre l'agonie pour accepter et apprécier un amour aussi inconditionnel. Il admit que son arrogance artistique et son agitation l'avaient empêché de goûter à cet amour plus tôt. Il avait gâché sa vie à la recherche de la rébellion et de la passion, alors que la véritable paix et le véritable amour résidaient dans une acceptation simple et désintéressée. Cette confession comprenait également son testament public, léguant Madly à un héritage légal, un geste audacieux pour la société et sa famille bourgeoise. Placer Madly à égalité avec Mich en termes d'héritage affectif et matériel est une puissante déclaration de l'amour qu'il a enfin trouvé. Un acte bouleversant, car il révèle que son mariage officiel, bien que maintenu en apparence, fut surpassé par le véritable amour dans les derniers instants de sa vie. Cette confession ne concerne pas seulement Madly, mais aussi le regret d'un homme qui n'a pas su aimer avant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. En direct. Pour Jacques Brel, le concept de nouveau mariage n'a jamais été un mariage formel, mais une relation philosophique et spirituelle avec Madly Bami aux îles Marquises. Il considérait cette relation comme une alternative aux liens sociaux qu'il avait passé sa vie à ridiculiser. Brel n'a jamais épousé Madly, mais il qualifiait cette relation de coexistence authentique dans ses lettres à ses amis. Il parlait de Madly et de leur vie sur l'île avec une sérénité inédite. Ce n'est pas un mariage, c'est la vérité. Il expliquait que le lien avec Madly reposait sur l'harmonie des âmes perdues, et non sur des contrats ou des vœux devant Dieu. Pour Brel, leur vie sur l'île était une renaissance, un nouveau mariage avec lui-même et avec la nature, où il n'avait plus besoin de porter le masque de l'artiste ou du père de famille. On disait de lui que Madly était la seule à lui avoir appris à ralentir et à contempler le ciel, chose qui lui avait manqué durant ses années trépidantes sur scène. Il ne chantait plus l'amour, mais le vivait dans le silence et l'attention mutuelle. Il ne parlait pas de cette nouvelle. Il considérait ce mariage comme un remplacement pour Mich, mais aussi comme un accomplissement. Il conserva son mariage avec Mich par respect et pour protéger ses enfants, mais il admit publiquement que c'était Madly qui lui avait apporté la paix intérieure. Il décrivit cette relation comme un renoncement à tout ce que la société exige d'un homme. Carrière, argent, gloire et fidélité formelle. Il trouva la richesse dans la simplicité, dans le fait de piloter son hydravion entre les îles
et dans l'amour d'une femme qui l'acceptait dans son état le plus dégradé. Il déclara « Avec Madly, j'ai trouvé la liberté dont j'ai toujours chanté, mais que je ne pourrai jamais atteindre. La liberté n'est pas l'absence de liens, mais les liens justes. » Cette déclaration révèle un profond changement dans sa philosophie, passant de la fuite à la recherche de la connexion. Ce nouveau mariage est l'aboutissement de sa quête de vérité, une vérité qu'il ne trouva pas sur la grande scène, mais dans le silence d'une petite maison sur une île. C'est sa confession finale. Le bonheur ne réside pas dans la grandeur, mais dans la simplicité. Une vérité qu'il dut attendre la fin de sa vie pour comprendre. L'histoire de Jacques Brel est une composition tragicomique de grandeur et d'autodestruction, un témoignage de la tragédie de l'artiste qui aspire à la vérité absolue, mais se retrouve prisonnier de ses mensonges personnels. Le dénouement de ce parcours n'est pas un triomphe éclatant, mais une retraite philosophique vers la mort. Il a passé sa vie à chanter la trahison, la solitude et la mort, et au final, il a vécu tous ces thèmes avec une honnêteté absolue. Sa carrière fut un voyage de découverte de soi, nourri par le dégoût de ses origines et le remords de ses secrets, surtout celui de son premier-né. Sa folie scénique n'était pas seulement de l'art, mais une échappatoire physique à son vide intérieur et à sa peur ultime de sa propre faiblesse. Son mariage avec Mich était une nécessité pour maintenir une certaine stabilité, tandis que ses autres amours n'étaient que des étapes temporaires sur le chemin de l'inspiration. Mais c'est sa relation avec Madly Bamey dans ces dernières années qui fut la découverte du véritable amour, un amour qui n'exigeait rien, mais acceptait tout. Ce fut sa plus grande confession, bouleversante. Il dut attendre que le cancer frappe à sa porte. La porte qui menait à la découverte du véritable amour, sa vie aux îles Marquises, loin de toute gloire et de toute lumière, fut son acte final le plus magistral, un renoncement total en quête de paix. Il choisit de mourir en silence, comme un ultime refus du tumulte et de l'artificialité du monde qu'il avait jadis dominé. L'histoire de Jacques Brel nous apprend que la grandeur artistique ne garantit pas le bonheur personnel et que la liberté qu'il a toujours recherchée n'était pas la fuite des responsabilités, mais leur acceptation. C'est l'acceptation de la faiblesse, de la maladie et de la mort aux côtés de Madly qu'il l'a accompli. Il a vécu une vie pleine de contradictions, lâche en amour mais guerrier et courageux sur scène, et son héritage nous rappelle que les plus profondes tragédies personnelles inspirent souvent les plus grandes œuvres d'art. Sa mort à 49 ans fut une fin tragique, mais c'était celle qu'il avait choisie, une ultime condamnation et rédemption pour une vie d'errance et de fuite. Et de fuite. Et de fuite.